Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui avec Arnaud Stéphane. Bonjour. Vous êtes fondateur de l'agence La Note de Com. Régis de Castelnau, vous avez publié une justice politique aux éditions L'Artilleur. Vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire et on vous retrouve sur votre blog Vue du droit. Et Mathis Brasca est avec nous également, responsable du développement de Toutes à l'école. C'est la formidable association de Tina Kieffer qui a fondé, créé une école pour les petites filles défavorisées au Cambodge. Vous pouvez aller voir sur le site de la fondation. Je rappelle qu'elle a commencé avec des petites filles en maternelle, toutes petites, et qu'aujourd'hui on a des filles qui font HEC, qui vont étudier un peu partout, et c'est une vraie réussite. Et voilà, j'en profite 1700 filles aujourd'hui. 1700 filles. 1700 filles. Incroyable. Et si vous avez envie d'aider l'association en ce moment, vous pouvez faire des cagnottes sur Tribi. Et un pourcentage, c'est un partenaire, un pourcentage des cagnottes revient à l'association. Des grands projets environnementaux et aussi des projets pédagogiques pour changer un peu leur destin. Ce sera mon coup de cœur du jour, voilà, pour Toutes à l'école, un projet formidable. Virginie Leguet, journaliste, éditorialiste politique à France Info, pas encore à Sud Radio. Mais bonjour Valérie, bonjour à tous. Bonjour, et voilà, on va parler de différents sujets qui font l'actualité. Gérald Darmanin qui propose de supprimer l'argent liquide pour lutter contre le trafic de drogue. Bruno Retailleau qui, dans les sondages, est en train de prendre un petit peu plus d'importance. Les agriculteurs en colère. Bref, beaucoup de sujets, et puis vos coups de cœur, vos coups de gueule qui vont nous permettre de débattre également de sujets qui vous ont marqué dans l'actualité. Régis, on va commencer. Je ne sais pas si on commence avec vous. Je crois qu'on est obligé. S'il nous reste 2 minutes, alors allons-y. 3 minutes. Régis de Castelnau, votre coup de gueule. 3 minutes. Alors, je fais juste un petit préalable. Interdiction de me faire rire, parce que je suis malade là. D'accord. Donc j'ai beaucoup toussé, donc j'ai des courbatures. Donc c'est tout à fait insupportable, donc le pas rire. Alors je voulais dire du mal de Sandrine Rousseau, ce qui n'est pas très, très compliqué, parce que elle passe son temps à faire de la provocation. Là, elle a fait un débat avec Dupond-Moretti en disant que manger de la viande c'était boire du sang, ce qui est grotesque, c'est scientifiquement absurde. La viande rouge, c'est à cause de la myoglobine qui, avec le fer, se transforme en rouge. Mais enfin, les poules qui ont du sang aussi, c'est blanc, ou vaguement gris. Le veau, c'est blanc. C'est le genre de provocation qui finit par devenir très fréquente. Et elle avait été face à des agriculteurs, et en particulier un vigneron, qui avait fini par s'énerver et lui dire « Va faire ta soupe, salope ». Bon, il a été condamné, bien sûr. Il a été condamné, mais il a été condamné à juste titre. Il a été condamné parce que salope, c'est une injure publique. Mais moyennant quoi, donc elle vient sur le terrain en ne mesurant pas la violence que constitue cette présence permanente pour donner des leçons aux gueux, présence permanente sur sur toutes les chaînes. Alors, on a aussi les acteurs qui viennent vous faire des cours de morale en permanence. Et là, derrière, elle a menti. Elle a menti en disant que cette décision de justice était une grande victoire sur les femmes, parce que le tribunal avait dit qu'on ne devait pas envoyer les femmes à la cuisine faire la soupe. C'est faux. C'est faux. D'abord, la peine a été très légère puisque c'était une amende avec sursis. Et effectivement, c'était bien une injure publique. En revanche, le tribunal ne s'est évidemment pas prononcé sur la place des femmes à la cuisine. Ce genre de choses, moi, me choque parce que ce décalage, ce déséquilibre entre des gens qui ont pignon sur rue en permanence et tout leur est ouvert pour s'exprimer, et qui ensuite viennent provoquer j'insiste, ne mesurant pas la violence au bout du compte. L'interpellation était assez violente aussi. Ça ne peut pas justifier. Oui, mais tout à fait. Qu'on lui dise salope. Vous avez vu la séquence. Valérie. La séquence, le gars, il finit par s'énerver. Et donc, oui, il n'avait pas à la traiter de salope. Injure publique et insulte, c'est pas la même chose. Il aurait dit, va à la cuisine, imbécile. Pas sûr qu'il ait été condamné. Bon, ça c'est mon approche de juriste. Mais voilà quoi. Au bout d'un moment, Laurent Lafitte qui vient expliquer aux gueux ce qu'il faut faire, Juliette Binoche sans arrêt, cette petite bourgeoisie urbaine
qui donne des leçons. Moi, alors, effectivement, je comprends que les gens finissent par s'énerver. Voilà, c'est un mouvement d'humeur sur Sandrine Rousseau. Bon. C'est pas la chose la plus difficile à faire. Hein. Non, c'est ce que j'allais vous dire. Mais néanmoins, c'était votre coup de gueule. On marque une pause et on se retrouve dans un instant après le journal pour commenter l'actualité. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Le 10h midi avec vous sur Sud Radio avec Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence La Note de Com, Virginie Leguet, journaliste, éditorialiste politique à France Info TV, Régis de Castelnau, avocat, votre blog Vue du droit, votre livre Une justice politique et vous êtes également membre de la rédaction de Front Populaire et Mathis Brascar, responsable du développement de Toutes à l'école. Vous étiez venu il y a quelque temps débattre avec nous et commenter l'actualité. Et on est ravis de vous retrouver. On va parler de la lutte contre le trafic de drogue. On va parler de Bruno Retailleau qui est en train de grimper dans les sondages. Les agriculteurs en colère qui pourraient se joindre à la colère des taxis à surveiller la semaine prochaine. Mais beaucoup d'autres sujets avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Vous savez dimanche que c'est la fête des mères. Vous y avez pensé, Arnaud? Oui, mais ma mère vit loin, mais je lui enverrai un petit message. Mais vous avez des enfants. Un petit message. Oui. C'est tout. Pas bon. Petit message, la fête des mères. Bon. Fête des mères dimanche et Sud Radio. J'ai un poème. À cette occasion. Il y a des milliers d'étoiles dans le ciel, il y a des milliers de poissons dans la mer, mais on n'a qu'une seule maman et c'est toi que j'aime. Et vous penserez à votre maman, Mathis. Oui, je vais la voir. Voilà. C'est dimanche. Ah bah c'est mieux. À l'occasion de la fête des mères, cette semaine et toute la journée, dans chaque émission sur Sud Radio, c'est la fin de la semaine, hein, on vous a offert, et ça continue encore aujourd'hui, un bracelet de la collection Lettres de la marque levent-à-la-française.com. C'est un bracelet personnalisé avec votre initiale. Un bracelet qui est intégralement fabriqué en France, sans allergènes. Bref, c'est une collection qui vous offre la possibilité d'exprimer votre créativité. Je vous encourage à aller voir le site levent-à-la-française.com. Appelez au 0826 300 300. On vous donnera le nom du gagnant ou de la gagnante dans un instant. On continue notre tour de table. Alors avec vous, Arnaud Stéphane, c'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule que j'ai intitulé Agents russes partout, frères musulmans nulle part, ou quand les médias et officines persistent contre la réalité. Alors depuis des mois, on assiste à des commissions d'enquête sur l'influence étrangère, au procès médiatique de la moindre critique du soutien à la guerre en Ukraine, à des complots imaginaires venus de Moscou en Roumanie. On annule les élections présidentielles alors que c'est le parti libéral local et une officine britannique qui ont manipulé TikTok. On sanctionne jusqu'à l'absurde, comme le pointe Valeurs Actuelles et le Figaro, en menaçant notre industrie nucléaire par des punitions byzantines sur les armateurs et les assureurs des bateaux chargés de transporter le carburant nucléaire. On sanctionne comme une machine à faire des saucisses, y compris des gens avec des noms russes, juste des noms russes, ou d'ascendance russe, comme le jeune Alexander Pupiansky, citoyen suisse qui, malgré ses victoires judiciaires, voit ses comptes bancaires bloqués et vit comme un paria en Europe. Pendant ce temps-là, un rapport officiel pointe les menées sur les frères musulmans et tout d'un coup, c'est le festival du relativisme, tout y passe, c'est très exagéré, on savait déjà, c'est un copier-coller d'un ancien rapport, cela stigmatise les musulmans et j'en passe. Les clubs de foot, de boxe, de MMA mis en coupe réglée, pas grave. L'infiltration dans les entreprises et les syndicats, secondaire. Les chaînes satellitaires qui vomissent de la propagande antisémite, anti-laïque, on s'en fout. La France et ses élites vivent dans le déni aléatoire, la myopie alternative, et ça commence à bien faire parce que la menace est très sérieuse. Oui, c'est... Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Elle m'a envoyé une photo qui a été prise à l'université Paris 8, où on voit des femmes, des étudiantes. Quand je dis voilées, c'est pas voilées. Elles sont en, je ne sais pas comment s'appelle cette. Burqa. Non, il n'y a pas de burqa. Le visage n'est pas voilé, mais elles sont en abaya avec un tapis de prière dans un couloir, en train de prier au sein même de l'université, fac de Saint-Denis, 15h30, bâtiment A. 3e étage, oui, nier que cet entrisme est là. Alors on fait comme si les choses n'existaient pas, et c'est très marquant d'ailleurs. Parce que si je fais un petit droit de suite sur ce que je viens de dire, j'ai été sidéré de voir Tariq Obrouk. Quand on dit oh là là, c'est un imam des Lumières, etc., etc. C'est un ancien frère musulman, Tariq Obrouk.
Et aujourd'hui, il nous dit qu'il est gentil et qu'il fait la critique, etc. Mais quel est son premier réflexe ? Quand il voit ce rapport, il dit que c'est très exagéré, que pas du tout, que les frères musulmans n'ont pas autant le vent en poupe que ça, etc. Il essaie complètement de relativiser ce qui a été mis en avant par ce rapport. Et en plus, vous avez vu, ce rapport, il nous est tous arrivé dans nos boîtes email. Hein, il a été rendu public dans la foulée. On l'avait tous sur nos boîtes mail. Évidemment que c'est très grave ce qui est en train de se passer. Et je pense qu'une partie de la droite qui a eu pendant très longtemps des accointances avec le Qatar et une partie de la gauche pour des questions électorales aurait tort de relativiser la portée de ce rapport. Alors Régis, je vous ai entendu... Excusez. J'entends que nos élites sous-estiment le danger. Je crois pas. Je crois que simplement ils s'en moquent. C'est pas le sujet, c'est pas leur préoccupation, ils en ont d'autres. Et moi, j'ai ressenti la publication d'un rapport qui était un rapport à usage interne. La publication de ce rapport comme une opération directement politique. Monsieur Retailleau surfe sur une certaine ligne politique et c'était peut-être pas inintéressant de faire une diversion dans une période où le Premier ministre était en grande difficulté dans l'affaire Betaram. Donc je pense qu'il y a là aussi une opération politique, ce qui ne veut pas dire qu'on a un vrai et considérablement sujet, mais sur la bonne foi et sur la volonté de traiter le problème, sur cet entrisme qui est tout à fait incontestable, malheureusement, je crains fort que ces élites ne s'y intéressent pas. Là, c'est une opération de pure communication. Je pense que demain, quand le soufflet sera retombé, on retournera à la gestion quotidienne qu'on est en train de mener. Oui, la divulgation est une opération purement politique, je suis d'accord avec vous. Par contre, ce qui est un peu inquiétant, c'est de se dire que les services français n'apportent aucune mesure vraiment concrète dans ce rapport. Pour l'instant, non. On n'a aucune information. Emmanuel Macron organise une forme de brainstorming, comme si finalement les choses devaient avancer, mais à leur temps, etc. On comprend pas trop un petit peu ces formes de pudeur de gazelle. Après, au niveau de l'ingérence russe, etc., bon, elle existe aussi, elle est de plus en plus présente. Moi, je la vois tout le temps sur les réseaux sociaux, sur Twitter, toute la journée. Je vois des bots ou des comptes qui partagent des éléments de langage ou la com du Kremlin. Donc, on ne peut pas non plus l'ignorer. Je pense qu'il faut combattre ça sur tous les fronts. Et il n'y a aucune réponse politique aujourd'hui qui est apportée. Non, alors... Excusez-moi, Valérie, je rajoute juste une petite chose. Comment voulez-vous être crédible et sérieux autour de la publication de ce rapport qui pose des problèmes concernant l'islam? On a quand même subi du terrorisme épouvantable. On a subi le Bataclan, on a subi Charlie, et on a subi Nice. Et quand on voit Monsieur le Président de la République qui descend le perron de l'Élysée, pour aller accueillir un criminel, un décapiteur notoire, Monsieur Al-Joulani, et cette photo qui est une pure infamie a fait le tour du monde. Ouais. Donc là, j'aimerais bien que effectivement on regarde les choses sérieusement. Oui, Virginie. Je crois, mon cher Régis, que vous n'allez pas beaucoup rire, mais on arrive en 2025 et il n'y aura plus jamais rien de sérieux jusqu'en 2027. On est là à soulever des objets politiques, à les remuer, à les regarder et à faire en sorte qu'ils retombent les uns après les autres, à s'en servir si ça peut accroître sa popularité, à s'en servir si ça peut permettre d'exister quelques jours. Moi, je suis effarée de voir que Emmanuel Macron, qui est au pouvoir depuis 2017, fait mine tout d'un coup de découvrir quelque chose à la faveur d'un rapport et fait mine de dire à ses ministres, genre, oh là là, mais c'est très grave, vous n'avez pas assez travaillé, vous ne me proposez pas de véritables mesures, alors que, alors je ne sais pas si Bruno Retailleau a raison ou pas raison, mais Bruno Retailleau dit, ce que j'ai proposé à la suite de cette réunion était fait en parfaite liaison avec l'Élysée. Et il les engueule surtout parce qu'il veut garder le contrôle. Et il les engueule surtout parce qu'il veut avoir l'air d'être quelqu'un qui tient les choses en main, mais franchement, moi je trouve que c'est désolant de voir la politique.
aussi, alors on parlera peut-être du Premier ministre après, mais le président de la République qui, d'abord, n'a plus aucune autorité sur ses ministres, parce que, et j'en termine, à peine avait-il recadré Gérald Darmanin et Bruno Retailleau, enfin soi-disant, le lendemain, l'un et l'autre continuaient dans leur voie à défendre leur projet. Gérald Darmanin, sa 3e prison, Bruno Retailleau, ses mesures, comme si de rien n'était. Donc je trouve que là, on est dans un système d'apparence et d'illusion du pouvoir qui est effrayant. Eh ouais. Que dire de plus? Il faut réveiller le Premier ministre. C'est-à-dire qu'on est obligé, on est contraint au mime du pouvoir parce qu'il n'y a plus de pouvoir en fait. Le pouvoir est ailleurs, et puis surtout le pouvoir est le pouvoir est nulle part. Voilà, il est je ne sais pas s'il est nulle part, parce qu'il y a quand même des choses un peu curieuses qui se passent, mais en tout cas, il n'est plus dans le spectacle politique qu'on est amené à voir. Et qu'on sent très bien que les deux prochaines années, élections présidentielles, c'est au mois de mai 2027. 2 ans. Ça va être très Vous allez vivre 2 ans de longues attentes et vaines attentes de quelque chose. Et la campagne politique sera peut-être pas très palpitante aussi, parce que si c'est la classe actuelle, ça va être compliqué. On marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons ce tour de table. Donc vous êtes revenu sur effectivement Arnaud Stéphane, le fait que ce rapport, on ne sait pas très bien quelle issue va lui être donnée, puis surtout un peu de je sais pas, je regarde Quotidien et Jean-Michel Apathy nous explique que c'est pas bien. Je regarde les chaînes d'infos audio, voilà, dans une imitation de notre superbe acteur Louis de Funès. Tout le monde fait du Louis de Funès dans ces cas-là. Et puis vous avez les papiers à longueur de papier en nous expliquant que oui mais non, mais oui mais non, mais en vérité c'est pas ça le vrai problème. Bah oui, donc on voit pas. Enfin là, c'est retombé d'ailleurs le soufflet entre guillemets. C'est fait pour. Et ça va être mis sous le tapis. On entend des propositions absurdes comme celle de Gabriel Attal, qui est totalement inapplicable et qui n'a aucun sens. Mais on reprend l'idée de Virginie. Et évidemment, le pouvoir étant tellement évanescent, déstructuré, il reste plus que la foire aux idées et le magasin des farces et attrapes. On a l'impression de la boîte à outils, vous vous souvenez, c'était François Hollande qui avait parlé de la boîte à outils là. Non mais c'est un peu ça. François Hollande. Vous avez oublié c'est les formules de François Hollande qui me font rire. Non mais il avait parlé de cette boîte à outils là. Quand on entend Bruno Retailleau, on va en parler d'interdire la monnaie pour lutter contre le trafic. On a l'impression que c'est effectivement le concours Lépine. Des outils rayés qui n'ont même pas été révisés, réparés. Ça manque de les bonbons au poivre, la fleur qui envoie de l'eau et la poignée électrique. Il reste que ça, farce et attrape. Mais une auditrice me dit qu'est devenu le rapport sur le même sujet de la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio, qui a été rédigé en 2020 avec des interviews d'experts qui disaient sensiblement la même chose. Donc oui, on peut dire quand même qu'on savait que tout ce qui est dans ce rapport, on ne découvre pas cet entrisme. Le rapport Stasi, non? C'est pas le rapport Stasi. Il n'y avait pas eu le rapport Stasi, il me semble, et qui est pareil, qui avait expliqué que. Il y a des problèmes de cet ordre-là depuis 2007. Même avant. Depuis 20 ans. Non, mais depuis 20 ans, mais ça veut dire vraiment. L'affaire de Creil, le foulard de Creil, c'est pas il y a 20 ans, c'est le pouce, c'est 30, je crois. Régis, est-ce que d'un point de vue législatif, il y a des choses à faire? Est-ce qu'il y a des lois qui ne sont pas appliquées? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme réponse judiciaire? Une réponse judiciaire, il y en a quand il y a des choses qui apparaissent. Faut savoir aussi qu'on a des services qui sont vigilants, qui suivent ça d'assez près. Le problème, je ne sais pas si c'est des réformes législatives ou bien des mesures judiciaires qui peuvent traiter ce problème. Il est lié aussi à notre politique d'immigration depuis 40 ans. Une politique d'immigration qui a été effectivement, qui n'a pas été encadrée, qui n'a pas été contrôlée.
voler. Et les gens qui disent ça sont en général Stefanini, par exemple, ou son nom ne me revient pas, l'ancien patron de la DGSE. Je veux dire, aujourd'hui, on paye nos errements. Brochant. Voilà, Ouais. on paye nos errements et on est dans une situation qui est extrêmement difficile. Donc fermeté, oui, mais c'est pas facile non plus, parce que pour les musulmans français qui font leur boulot, qui sont intégrés ou qui essayent de l'être, Et qui sont la majorité sans doute. Oui, mais c'est pas rigolo tous les jours d'avoir ce martèlement médiatique, s'entend, hein, médiatique. Moi, je voyais, ça devait être sur RMC, il y avait quelqu'un qui téléphonait au plateau et qui disait, mais écoutez, foutez-nous la paix. Et il avait raison de parler de son mal-être. Donc, voilà, non, c'est une question extrêmement délicate. Et puis, vraiment, j'ai le sentiment qu'on est en train d'instrumentaliser de la même façon qu'on instrumentalise à la grande joie du gouvernement algérien, qu'on instrumentalise nos relations avec l'Algérie. Donc non, c'est une question vraiment difficile. Complexe. Virginie, coup de gueule. C'est dans la continuité de ce qu'on est en train de dire. Un coup de désespoir, mais où est donc passé notre Premier ministre? Alerte enlèvement, alerte disparition, je ne sais pas. En tout cas, François Bayrou qui nous a expliqué pendant des années qu'il rêvait de ce poste, qu'il se préparait à ce poste et qui a probablement fait toute sa carrière dans cette ambition-là, se révèle depuis qu'il est nommé à Matignon de plus en plus inexistant. Il ne cesse d'esquiver les coups, il ne cesse d'éviter toute responsabilité. D'ailleurs, il a dit d'entrée à ses ministres, vous pouvez dire ce que vous voulez, chacun est libre de porter une parole. Résultat, c'est le foutoir, pardonnez-moi cette expression. Et on entend Sophie Primas, elle, parler du macronisme finissant. On voit que Gérald Darmanin et Bruno Retailleau tracent leur route sans se soucier de qui que ce soit. On voit qu'Emmanuel Macron, trop content d'avoir un espace dans la politique intérieure, se rue sur tous les dossiers, sans d'ailleurs toujours réussir. Mais enfin, c'est lui qui finalement est à la fois président de la République et Premier ministre. Et on voit de temps en temps sur les images François Bayrou passer en arrière avec un dossier soigneusement fermé sous son bras. Et on se demande vraiment, mais où il est, ce qu'il fait. Et alors, pardon, non, j'ai oublié quelque chose. Il vient de proposer à 3 instances, je vais vous les citer parce que moi, personnellement, je ne les connaissais pas toutes, les membres. Donc, il vient de proposer aux membres du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, aux membres du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, et aux membres du Haut Conseil du financement de la protection sociale, de réfléchir au déficit de la sécurité sociale. Mais enfin, bon Dieu, on se moque de qui? On se moque de quoi? Il y a eu des rapports, il y a eu des études, il y a eu des réflexions qui s'empilent sur le bureau de tous les ministres depuis des années. Et là, tout d'un coup, il dit, ah, j'ai la bonne idée, hop, et on refile le bébé à 3 hauts conseils qui sont censés trouver un accord entre eux et rendre un rapport au mois de juin. Oui, mais moi, je trouve que là, il y a une arnaque épouvantable et une désertion complète du poste. Il n'y a personne à Matignon, il n'y a personne qui encaisse, il n'y a personne qui définit une ligne et il n'y a personne qui prend un dossier à bras-le-corps. C'est affligeant. Ouais. Je pense que... Oui, mon cher Régis. Vous l'avez fait rire, non? Même pas. Oui, elle m'a fait rire, bien sûr. Mais je voulais juste ajouter quelque chose à propos de ce bon François Bayrou. J'ai une certaine admiration sur le fait que c'était un bègue qui a surmonté par sa volonté ce handicap. C'était un handicap. Il y avait Émile Zuccarelli qui était dans la même situation, qui est bien connu. Bon, mais il est connu depuis très longtemps pour être quelqu'un qui ne travaille pas. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais là, ça se voit tellement que ça en est gênant. Non, mais il y a un double problème maintenant. Il n'est pas dans l'état dont on vient d'avoir la révélation de Biden, mais il suffit de le regarder pour voir qu'il n'est pas en forme intellectuelle extraordinaire. Non. Et je rappelle, comment est-il devenu Premier ministre? En hurlant dans le bureau d'Emmanuel Macron. Ouais. Parce qu'il a fait un chantage auprès d'Emmanuel Macron et qu'il a été imposé. Mais c'est une pantalonnade. C'est une pantalonnade. Il doit dégager rapidement. Je veux dire, moi, je les apprécie pas beaucoup, mais on a quand même dans la classe politique des gens d'un autre calibre aujourd'hui, ne serait-ce un autre calibre de santé. Donc voilà, non. Mais d'ailleurs, son taux de popularité est un des plus bas jamais atteint par un Premier ministre. Le problème, c'est que vous êtes dans une situation politique, une séquence politique
ou vous êtes bloqué par une sorte de mikado qui est lié au résultat des élections législatives. La dissolution. Anticipée, la dissolution, exactement. C'est un mikado. Le premier qui bouge fait tomber tout l'ensemble. Qui voulez-vous mettre comme Premier ministre ? Qui ? Enfin, je sais pas moi, quelqu'un qui juste fasse un peu le job, même qui fasse semblant, mais qu'il le fasse. C'était prévu. Mais... Le cornu. Oui, non, mais j'en sais rien. Un gars un peu sérieux, quoi. Le premier qui bouge, alors qu'aujourd'hui, vous voyez des sondages qui commencent à se mettre de plus en plus en place, où on essaye d'ores et déjà de mettre des gens sur orbite politique, etc. Qui va être celui qui va prendre le risque d'être le Premier ministre du foirage? Un gars un peu courageux, un gars un peu... Mais il n'y aura pas... Parce que tout le monde est condamné. Moi, j'espère toujours de la politique qu'elle se ressaisisse. Malheureusement, il y aurait un moyen pour qu'elle se ressaisisse, mais c'est pas celui qui est choisi. Le problème, c'est que le problème commence à devenir le président de la République. En fait, depuis tout à l'heure, on parlait de la foire aux idées un petit peu stupides. Là, au contraire, on a quelqu'un qui finalement manque de courage, parce que si on regarde vraiment, il est intelligent de faire ça. Il est dans une très mauvaise posture d'un point de vue des sondages. Il a le scandale de Betaram dessus. Il risque la censure. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il attend. Il attend peut-être 2026 qu'il y ait une crise pour arriver avec une superbe réforme et essayer de briller. Mais en fait, on ne demande pas au Premier ministre d'attendre, on le demande d'agir. Et c'est là qu'en fait... Se planquer n'est pas une raison politique. Voilà. Ça veut dire qu'il n'est pas courageux, mais il est intelligent politiquement, et c'est quand même dommage. C'est quand même dommage d'avoir quelqu'un qui fait juste de la politicaille, de la petite politique, parce qu'il est intelligent politiquement pour essayer de se préserver, mais ça ne va pas peut-être dans son intérêt personnel à long terme et dans l'intérêt des Français. C'est sa survie. Mais il est carbonisé, c'est fini. Exactement. Je veux dire, l'expérience Matignon va carboniser les histoires. On peut imaginer une dissolution... Comme un yaourt. Personne ne la veut, la dissolution. Ni Emmanuel Macron, ni évidemment François Bayrou, ni même les députés. Je pense qu'ils ne la veulent pas. On est trop près des municipales. Il faut maintenir vaille que vaille un équilibre un peu branlant. Je comprends ça, mais c'est exactement l'explication qu'on avait donnée la dernière fois pour expliquer qu'il n'y aurait pas de dissolution non plus. Moi, on m'a maintenu mordicus qu'il n'y aurait pas de dissolution. J'ai dit qu'il y en aurait une parce que je voyais pas comment ça pouvait tenir très longtemps. Tout le monde m'a dit il n'y aura pas de censure de Barnier. Personne n'a intérêt à ce qu'il y ait une censure de Barnier. J'ai dit au groupe RN, les échos que j'ai, c'est qu'ils vont voter la censure. Oh, mais non, pas du tout. Arnaud, vous êtes notre fan. Non, il y a un chemin. C'est magnifique. Il y a un chemin. Non, ça fait trop longtemps que je connais la politique et que j'ai pas le même rapport. J'ai pas le même rapport aux politiques que les journalistes peuvent avoir. Parce que moi, je suis pas observateur. J'ai été pratiquant. Vous voyez, c'est la grande différence. Et donc les gens me disent pas la même chose qu'ils peuvent vous dire à vous. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est que tout le monde a les pieds sur les aérofreins, évidemment, mais tout le monde comprend aussi que ça ne va pas pouvoir tenir 2 ans parce que c'est plus possible. C'est que vous avez une cocotte minute qui est en train de monter et que vous avez des pans entiers qui sont en train de se casser la figure. Et en plus... La dissolution n'y réglerait rien. Mais on arrivera peut-être même à un système encore pire. Je ne vous dis pas ça. Je vous dis que vous retrouvez avec un agenda politique qui devient extrêmement inflammable. On parle de 30 milliards, puis 20 milliards, puis 30 milliards, puis 40 milliards d'économies. Et en vérité, on sait que l'agenda, c'est 100 milliards d'économies. Qui sera le Premier ministre qui va accepter de faire 100 milliards de coupes? Et quel c'est celui qui va accepter de se reprendre un épisode comme les Gilets jaunes à travers la figure? On les fera pas, les 40 milliards d'économies. François Bayrou va lâcher sur tout et on fera un mauvais budget comme on a fait un mauvais budget l'année dernière. Je viens de voir le FMI qui a envoyé un message pas très sympathique en direction de la France. Attention, parce qu'au bout d'un moment, c'est plus vous qui choisissez comment ça se passe. La Grèce s'en souvient. On se retrouve dans un instant avec vous. C'est l'heure de la pub. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, on continue. Alors Mathis, on n'a pas eu votre coup de cœur. Vous êtes branché écologie, ça va être un peu décalé par rapport à nos sujets, mais allez-y. Bah oui, parce que c'est un sujet qui est politique, qui est très très important. Et tout à l'heure, on parlait de Sandrine Rousseau qui malheureusement discrédite énormément la cause écologiste, parce que c'est vrai que la consommation de viande, par exemple,
c'est plus que la pollution de tous les transports réunis dans le monde. Donc il y a un sujet qui est important, mais si on fait juste des polémiques et on n'apporte pas de solution, bien sûr que les agriculteurs qui gagnent souvent en dessous du seuil de pauvreté pour une grosse partie, ils pètent des câbles. C'est normal. Donc moi j'ai envie de faire un coup de cœur en fait écologique, donc parler un peu d'écologie et de positif. En fait, c'est une bonne nouvelle qui nous vient de la revue anglaise Nature Géosciences, une étude qui vient de confirmer l'importance d'un élément aussi discret que crucial pour le climat qui est la peau de l'océan. Alors oui, en fait, c'est une peau, un peu comme une orange, sauf qu'elle est 2 fois plus fine que la peau d'une orange. C'est une pellicule d'eau de seulement 2 mm maximum qui recouvre la surface des mers. On la connaissait depuis quelques années, mais c'est la première fois qu'on arrive à mesurer précisément son rôle dans l'absorption du CO2. Et je vous rappelle que les océans, ils absorbent 1/4 du CO2 émis par les humains. Et tout ça passe littéralement par cette couche ultra fine qui est plus froide et plus salée, d'à peu près 0,2 degrés. En fait, c'est elle qui gère les échanges de gaz entre l'atmosphère et l'océan, un peu comme la peau de notre corps qui respire. Bon. Grâce à cette nouvelle étude, on découvre qu'elle capte environ 7% de CO2 de plus que ce qu'on pensait. Et à l'échelle mondiale, c'est l'équivalent d'1,5 fois la captation annuelle de la forêt amazonienne. Donc, pour vous donner une idée de son ampleur, même si elle ne fait que 2 mm maximum, elle contient 722 000 milliards de litres d'eau. C'est 289 millions de piscines olympiques ou de quoi faire 235 000 allers-retours Terre-Lune en bouteilles d'1 litre les unes après les autres. Bon, j'ai fait les calculs. La bonne nouvelle, donc, c'est qu'on va enfin pouvoir l'intégrer au modèle climatique et que c'est un puits de carbone formidable. Donc ça veut dire que toutes les études avant étaient fausses ? Ça ne veut pas dire qu'elles étaient fausses, ça veut dire qu'elles ne prenaient pas cette variable qui est en compte. Donc on peut rouler au diesel avec des vieilles voitures Non, surtout pas, parce que c'est pas terminé. La mauvaise, c'est que plus elle capte du CO2, et ralentit donc le réchauffement, plus elle permet à l'océan de s'acidifier, ce qui tue la vie sous-marine elle-même, qui est aussi un capteur de CO2. Ouais. Et certains produits chimiques, notamment les polluants éternels, détruisent cette peau. Donc voilà, c'était juste un petit coup de cœur, une grande leçon d'humilité de seulement 2 mm d'épaisseur. Écoutez, vous devriez aller travailler avec Sandrine Rousseau pour lui donner des infos. Je sais pas, je pense qu'on s'entendrait pas trop. La cause est perdue avec Sandrine Rousseau, c'est le problème. Mais je vous conseille de regarder l'excellente émission produite par notre ami Alex Darmon, dans laquelle l'ancien ministre Dupond-Moretti est face à Sandrine Rousseau et Émeric Caron. Je ne sais pas comment il a gardé son calme, parce que parfois c'était assez... Il y a une séquence très très drôle, moi qui m'a fait éclater de rire, où à un moment Émeric Caron lui dit « Mais quel plaisir !» Expliquez-moi pourquoi est-ce que vous tuez des animaux ? Quel est le plaisir ? Et Dupond-Moretti répond pour les manger. et effectivement, il n'y a pas d'eau. C'était lunaire. Les deux séquences sont absolument lunaires. Et je pense qu'il faut penser l'écologie au-delà des dogmes. Ouais. Et c'est exactement l'inverse qui se passe actuellement. Moi, je me demande si ce débat aurait dû avoir lieu et si franchement c'est utile de faire débattre. C'est du buzz. Oui, voilà. Moi, je suis un petit peu choquée. Oui, de ce type de tout. C'est ma journée, je suis choquée. Parce que Virginie a une telle image encore de la vie politique, de moi, j'attends toujours de la politique, qu'elle fasse le job, qu'elle soit courageuse. Vous allez avoir Marlène Schiappa qui va participer à l'émission Les Traîtres. C'est comme moi avec le cinéma français, je suis obligé de regarder les trucs en noir et blanc. Il y a un truc, alors vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, je suis plutôt, Régis Le Sait, classé du côté féministe, etc. Mais il y a un bouquin qui sort, qui recueille la parole de femmes politiques, qui raconte combien ça a été dur d'être enceinte et femme politique. Mais moi, ça me gonfle. Je veux dire, c'est la grosse. Enfin, oui, c'est difficile, mais c'est difficile dans tous les métiers, qu'on soit toutes les femmes qui travaillent, des femmes de ménage, etc. Il y a un côté toujours victime des femmes, c'est-à-dire qu'elles se revendiquent égales des hommes, et elles reviennent toujours sur la maternité. Je me souviens une fois avoir assisté à une réunion de médecins, on sort un peu du sujet, de femmes médecins, et le seul sujet qui les intéressait, c'était comment gérer leur cabinet avec les enfants. Alors, je veux bien que ce soit difficile, que ce soit différent, mais elles se remettent dans une position comme celle-là. Ça rejoint un peu l'écologie. Je trouve qu'on est à côté des sujets. Et que font-elles pour leurs camarades femmes, toutes ces femmes politiques? Est-ce qu'elles ont permis que le congé maternité soit pas uniquement de 3 mois, qu'on prive les femmes de plein de choix, par exemple celui de pouvoir rallonger leur congé maternité sans perdre d'expérience professionnelle ni perdre leur carrière professionnelle? Est-ce qu'on le fait ça? Non, on le fait pas. Évidemment, on dit voilà, il faut aller, il faut que tu ailles travailler, c'est aussi ta liberté. Et puis c'est bien
grave, les enfants, t'as qu'à les foutre à la crèche ou avec une nounou. Mais c'est plus de ça sera parfait. C'est plus de la politique, c'est une forme de développement personnel. On ouvre Instagram, tout le monde parle de ménopause toute la journée. C'est encore autre chose. On va pas se mettre à une émission masculiniste quand même. Lutter contre le trafic de drogue. C'est petit problème. Gérald Darmanin propose de supprimer l'argent liquide. Il faudrait conseiller à ces ministres d'aller un peu dans la rue, de se renseigner, d'écouter ce que les gens racontent, d'être confrontés au réel. Il explique qu'une grande partie de la fraude, de la délinquance du quotidien et même des réseaux criminels, ce sont des fraudes d'argent liquide. Et donc, il dit comment mettre fin, arrêter au trafic de drogue dans nos quartiers. La fin de l'argent liquide empêchera la constitution de point de deal. Il n'est pas au courant qu'il y a déjà des TPE. Il y a des TPE. Les mecs peuvent payer avec des TPE. Je propose d'aller même plus loin. Interdisons l'argent. Oui, mais c'est ça, c'est un peu ça. Interdisons l'argent, tout simplement. Et ils n'auront plus de problème de drogue. Pour être sérieux, j'étais en train de vérifier le chiffre parce que je voulais pas vous dire une bêtise. Je viens de vérifier le chiffre, article du Nouvel Observateur sur le sujet. En 2008, 2008-2009, à l'issue de la crise financière, les narcotrafiquants ont sauvé des banques américaines et ont blanchi 378 milliards de dollars en sauvant les banques américaines. Donc blanchi, nettoyé, 378 milliards de dollars sont devenus complètement naturels et pouvaient être utilisés par d'autres opérateurs que les narcotrafiquants, mais travaillant pour les narcotrafiquants. Vous pensez 30 secondes que ça leur pose un problème que la disparition des espèces ? Non. Quand ils ont blanchi 378 milliards de dollars. Ils s'en moquent. Voilà. C'est parce que c'est un combat d'arrière-garde. On en parlait, vous vous en souvenez, on en parlait il y a 2 semaines. On est toujours en train de courir après des solutions qui sont déjà dépassées. Oui, c'est ça. Déjà dépassées, vous le dites. Ils ont des TPE, on peut payer en crypto. Avec Revolut, on peut payer en QR code. Mais bien sûr, mais on peut payer en QR code. Via PayPal, mais PayPal, par Lydia, par ce que vous voulez. Il y a 25 systèmes. En plus, il y a des systèmes qu'on dirige même pas parce que c'est des systèmes qui sont à l'étranger, mais ils ont eu l'occasion d'ouvrir des comptes à l'étranger ou par Internet avec un VPN. Vous dites que vous habitez n'importe où au Cambodge ou vous habitez en Malaisie et vous avez un compte électronique et vous payez partout. C'est débile. En vérité, cette histoire du contrôle du cash, c'est vieux comme Hérode. C'était déjà la tentation des lois Sapin qui vous empêchent d'aller payer avec des montants, ce qui embête beaucoup les commerçants d'ailleurs. De plus de 1 000 €. Exactement, de plus de 1 000 €. C'est le cas, ça. Déjà, on peut plus, là. Oui, c'est ce que je vous dis, c'était les lois Sapin, que vous ne pouvez plus payer non plus vos impôts de plus de 300 € en espèces. Et puis, on vous contrôle sur les espèces. Maintenant, il faut que vous expliquiez d'où vient l'argent, etc. Donc, si on vous a fait des cadeaux, si vos grands-parents vous ont filé un coup de main, si vous avez mis des sous de côté, etc. Ça devient délirant. Et je pense que cette espèce de volonté de contrôle total, de vouloir en vérité, parce que c'est ça, de vouloir savoir ce que vous faites avec votre argent, de pouvoir savoir qui vous a payé, à quel moment, etc. On parle de liberté. On parle de liberté. Ça ne sera jamais appliqué, vous le savez très bien. Je ne sais pas. Les Français, les Allemands sont contre. Mais jamais les Français en 2024 ont payé 43% de paiements effectués en espèces. Les Français sont très attachés à leurs espèces. Ça diminue beaucoup quand même. Le paiement en carte bleue. C'est encore beaucoup. Oui, 43%. Et je vous fiche mon billet que ça ne sera jamais appliqué. C'est une fois de plus une mesure jetée en l'air, une mesure qu'on fait comme ça. Il l'a dit hier devant la commission d'enquête sur la délinquance financière. Il l'a redit ce matin sur RTL, mais demain après-demain, il le dira plus. Et c'est ça. Ça va dans le sens, Mathis. C'est une réponse technocratique. Ça veut dire que au lieu de régler le problème à sa source, une fois de plus, avec des gens qui sont multirécidivistes, qui sont censés être condamnés, mais il n'y a pas assez de place, du coup, ils restent en liberté 1 fois, 2 fois, 3 fois, etc. On crée une nouvelle structure, un nouveau bloc de papier, de réglementation qui va coûter très très cher et qui aura une efficacité très limitée. Alors oui, la numérisation de l'euro et tout, ça a sûrement aussi quelques points positifs parce que c'est comme tout, et c'est bien de passer au numérique sur certaines choses, on gagne quand même en efficacité sur certains points. Après, on a le poser comme une réponse politique, on va dire sulfureuse, créative, géniale, innovante, c'est un petit peu de la poudre de perles. Mais Gérald Darmanin lui-même dit ça ne sera pas applicable à court terme. Bah oui, évidemment. Régis. Non, mais c'est véritablement. C'est du foutage de gueule. Virginie, oui, exactement. Merci Régis. Bah oui, on est fâchés tous les deux. Non, mais attendez. Je trouve qu'on prend vraiment les gens pour des idiots.
du foutage de gueule, et c'est une façon, moi je trouve ça presque injurieux pour les Français de venir dire, voilà, il y a un problème de transformation de l'État français en narco-État, etc. Parce que la situation est grave, mais moi je vais comme d'habitude être extrêmement déplaisant. Je rappelle quand même que nous avons 3 parlementaires, parce qu'on connaît que ces 3-là, 3 parlementaires qui ont été pris la main dans le sac. Oui. Hein, un monsieur Kerbrat qui prend des chemsex, etc. On a l'autre, le sénateur là qui avait attiré pour essayer de la violer. La soumission chimique. Soumission chimique, je me rappelle plus comment il s'appelle, et il y a un monsieur Pellerin, très proche du président de la République, qui s'est fait piquer en train de consommer de la cocaïne, de la marijuana, et d'en proposer à son fils de 11 ans. On leur a pas demandé s'il payait en Il cash. y a eu un signalement par l'assistante sociale au procureur. Hein. Le procureur a immédiatement avisé la chancellerie, qui a prévenu le Pellerin en lui disant « Faites attention, tenez-vous au carreau ». Il n'y a même pas eu d'enquête et il y a eu un classement sans suite. Les 3 personnes dont je parle, il l'a reconnu, hein, Pellerin, dans la presse, ils sont toujours parlementaires. Aucun des 3 n'a démissionné. Alors moi je veux bien qu'on vienne dire les petits points de deal, on va leur casser les reins, on va mettre une grande prison, ce qui est une proposition stupide, elle est légalement impossible. On va mettre une grande prison en Guyane, on va rétablir le bagne, hein, et là la dernière histoire de se positionner pour 2027, la dernière proposition c'est celle-là. Non mais le niveau auquel s'abaissent ces gens-là, c'est assez vertigineux. Et je pense qu'on n'est qu'au début. C'est coup de com permanent, en fait. Ouais. Je voyais un reportage hier sur ces téléphones, vous savez, ces petits... Moi, j'ai découvert d'ailleurs que ça existait. Les micro-téléphones qui sont à la taille d'un briquet. Donc, ils ont saisi le fabricant, le site du fabricant, visiblement, n'est plus fonctionnel. Il y a une intervention de la police et le reportage montrait que dans de nombreux magasins de téléphonie, on pouvait se procurer ces téléphones de façon tout à fait simple. Donc il y a des annonces qui sont faites, mais derrière c'est inapplicable. La moindre personne qui sait utiliser un petit peu Internet, qui s'équipe d'un VPN peut commander ce qu'il veut où il veut, et il sera livré de son micro-téléphone chez lui par la poste, et ça posera pas de problème. Vous parlez des coups de com', mais on en revient encore, c'est la variation sur le même thème. Oui. Vous êtes condamné à faire de la com' parce que vous ne pouvez faire rien d'autre. Oui. Et vous ne pouvez pas faire de politique, vous ne pouvez pas influencer sur les événements, vous êtes obligé de les subir. Et donc, au lieu de les subir, vous habillez votre perdition en des coups de com', en essayant d'expliquer que ça sera mieux demain. C'est l'horizon, c'est la pratique de l'éternel horizon. C'est-à-dire que c'est jamais maintenant, c'est pas tout à fait demain, c'est beaucoup plus loin, et vous verrez, ça marchera. Mais comme disait Pierre Dac, la ligne d'horizon, c'est celle qui recule au fur et à mesure qu'on avance. Ouais. On va marquer une pause, on se retrouve dans un tout petit instant après la pub. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Notre gagnante, Maryse de Tarbes, qui remporte le bracelet avec l'initiale de son prénom, ou peut-être celui de quelqu'un d'autre. Non, mais c'est pour la fête des mères. Hein. Livré dans un coffret cadeau, c'est la marque Le Vent à la Française et Sud Radio qui vous offre ce magnifique bracelet intégralement fabriqué en France. Vous voyez, avec un cordon garanti à vie, sans allergène, bref, une collection qui vous offre la possibilité d'exprimer votre créativité. leventalafrançaise.com si vous voulez aller voir ces très jolis bracelets. Alors, je voudrais qu'on parle quand même de sondage. Ça y est, ça va commencer. Hein. C'est dans pas longtemps la présidentielle. C'était juste 2 ans, mais les Français donnent un léger avantage à Bruno Retailleau face à Édouard Philippe, et effectivement un autre sondage le donne en avance sur de quelques points. C'est quand même un petit basculement. Il passe devant Édouard Philippe. Je ne sais pas qui veut, Virginie. Est-ce qu'on n'est pas là dans l'arnaque complète? Parce que j'ajouterais qu'on est quand même à 2 ans de la présidentielle, que Bruno Retailleau, qui était inconnu du grand public avant d'arriver au gouvernement, certes a su se frayer une voie efficace et a su se cranter dans l'opinion publique, mais tout d'un coup, l'estimer dans les sondages devant Édouard Philippe,
Bon, moi, franchement, j'ai un gros doute. Il y a un sondage, effectivement, sur la présidentielle, mais il y en a d'autres qui disent pas ça. Mais il y en a, mais là, il y en a un autre qui parle de la popularité. Oui, donc là, c'est un petit peu plus précis. Jean-Jacques Goldman aussi à l'époque. Je voudrais juste faire une dernière observation et je me tais. En plus, je suis très étonnée de voir la ligne très droitière que prend Bruno Retailleau, qui se situe pas très loin du Rassemblement national, mais je ne sais pas où est la droite dans tout ça. La droite, si c'est pour être un petit courroie de transmission des voix du Rassemblement national à la présidentielle, ça va pas marcher comme ça. Si elle veut vraiment faire un vrai programme, il faut qu'elle s'élargisse, qu'elle s'ouvre au centre et qu'elle redevienne une droite un peu audible. Si c'est la tendance. Ouais, moi je suis pas sûre. Je pense que la tendance de la droite, c'est la droite. La droite. Non, là on est vraiment dans la droite réactionnaire, passéiste. Mais ça ne fera pas un deuxième tour, ça. Mathis, moi j'ai l'impression qu'on a affaire à un ministre macroniste qui a tout sauf envie de se faire élire par des macronistes. C'est-à-dire que il n'est pas très macroniste. Hein. Non, mais il est quand même, il est quand même au gouvernement. Mais... il s'est dit, ok, le ni de gauche ni de droite, etc., qui fait plaisir à... Voilà, les retraités plutôt qui ont un petit peu d'argent, qui ont pas un petit peu peur du changement, etc. Je le file à Édouard Philippe. Et moi, j'essaye d'être la caution un petit peu légitime d'une forme de droite dure, un petit peu qui peut rattacher au Rassemblement national, mais qui par contre n'a pas le nom Le Pen et qui en même temps de ça est beaucoup moins social, probablement. Oui. Ni social, ni voilà, il a parlé de rien d'autre que de l'immigration. Le problème de la droite, depuis très très longtemps, c'est qu'elle essaye de retrouver ce qu'elle ne veut plus être depuis à peu près aussi longtemps. C'est-à-dire que vous avez une droite qui essaye d'être autre chose que ce qu'elle est devenue. C'est vieux depuis 1993 avec ces journées sur l'immigration et l'insécurité qui avaient réuni l'UDF, le RPR, c'est-à-dire tous les gens qui aujourd'hui sont grosso modo les cautions du socle central et qui ont soutenu le président Macron étaient les gens il fallait plus de sécurité, de lutte contre l'immigration. Revoyez les images, il y a un truc qui est formidable, il y a le site de l'INA. Donc allez voir la réunion de 1993 avec il y a monsieur Bayrou d'ailleurs, voilà, sur la lutte contre l'immigration, la lutte contre l'insécurité et les propositions qu'avait fait la droite en 1993. Je vous assure que vous êtes obligé de relire 3 fois pour voir si c'est pas le programme d'Éric Zemmour. Mais le problème, c'est il est ailleurs en vérité. Ouais. Il y a un angle mort terrible sur l'élection interne de LR. 100 000 électeurs à peu près. Donc quelqu'un qui a été élu par moins de 100 000 électeurs, même pas électeurs, 100 000 adhérents, moi je trouve pas que ça soit encore très significatif. De l'angle mort de la campagne. C'est la municipalité de Paris en fait. C'est que on n'a pas parlé d'économie pendant la primaire ni de LR. social, ni de rien. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont exactement le même programme économique que M. Attal et que M. Édouard Philippe. Ils auraient été bien embêtés d'essayer de se démarquer puisqu'ils ont exactement le même. En plus, il faut se souvenir que M. Retailleau était le bras droit de M. Fillon lorsqu'il était dans sa campagne malheureuse et cataclysmique de 2017. Et que c'était quoi le projet de M. Fillon ? Supprimer 500 000 fonctionnaires. Exactement. La retraite à 67 ans. Fermer des services publics, etc., etc. Il va falloir qu'il l'assume ça, parce que c'est toujours son programme. C'est toujours son programme politique. Régis. Alors, on est en 2025, on va avoir 2 ans sépulcraux, je sais plus. J'ai eu le privilège de fréquenter un peu l'Élysée entre 93 et 95 au moment à la fin du 2e mandat de François Mitterrand. J'ai me souvenir de quelque chose de sépulcral. Je crois que c'était la même chose en ce qui concernait la fin du 2e mandat de Jacques Chirac. Alors, pourquoi est-ce que Macron est arrivé en 2017 ? Parce que le système de fausse alternance ne fonctionnait plus. C'est vrai. 2012, c'est pas
Hollande qui gagne, c'est Sarko qui est battu. Et Dominique Strauss-Kahn qui ne peut pas se présenter. On peut même pas, surtout. il peut même pas se représenter, le père Hollande, tellement c'est calamiteux. Donc il fallait trouver une solution. On a mis en place et on a réalisé une formidable opération qui a été celle de l'avènement d'Emmanuel Macron. C'est en échec. C'est en échec en ce moment, ce que vous décriviez du Mikado, j'aime bien l'image. Hein, c'est en échec. Donc comment fait-on? Alors, ne pas oublier qu'en 2027, avec les institutions que nous avons, il va falloir être dans les 2 premiers au premier tour. Au premier tour. Donc, sachant que, alors, le Rassemblement national, Marine Le Pen, c'est plié, c'est fini. Techniquement, au plan juridique, je ne vais pas revenir dans les détails, elle ne pourra pas être candidate. Hein, non, pourquoi vous dites ça, Régis? Je ne comprends pas pourquoi. Mais pour une raison très très simple, c'est que même si l'affaire est de nouveau jugée, à l'été 2026, elle sera de toute façon condamnée. Oui. Parce qu'il y a une jurisprudence sur le détournement de fonds publics par les parlementaires qui existe. Et cette condamnation qui peut dire pas d'exécution provisoire de l'inéligibilité. Oui, jusque-là on est d'accord. Et donc, très bien, mais elle est obligée par conséquent de faire un pourvoi. Ouais. Elle est obligée de faire un pourvoi. Or, si elle fait un pourvoi, si l'arrêt de la Cour d'appel n'est par conséquent pas définitif, c'est l'inéligibilité de première instance qui s'applique. Jurisprudence constante. C'est-à-dire que la tenaille est fermée. La tenaille est fermée. Tenaille est fermée. Par conséquent, elle ne peut pas être candidate et ce sera Bardella. Donc, ce sera plus facile de battre Bardella au 2e tour. Donc, c'est qui va être là, à ce moment-là. Et donc, c'est fini, Régis, je suis désolé de vous interrompre, on est obligé de rendre, c'est l'heure du journal, mais on aura l'occasion de refaire ce débat, bien évidemment. Merci à vous, merci à tous, très bon week-end sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.